Good morning, madam. Le président, bonjour. Madame le greffier, veuillez citer l'affaire inscrite au rôle. Réponse, bonjour. Madame et messieurs les juges, affaire IT 0588T, le procureur contre Popovich et consorts. Le président, je vous remercie. Mr. Popovich. Monsieur Popovich, êtes-vous en mesure de suivre les débats dans une langue que vous comprenez? Réponse, oui. Le président, merci. Bonjour. Monsieur Béara, réponse oui. Question, êtes-vous en mesure de suivre les débats dans une langue que vous comprenez? Réponse oui. Le président, Monsieur Nikolic, êtes-vous en mesure de suivre les débats dans une langue que vous comprenez? Réponse oui. Question, même question à vous, Monsieur Borovchanin. Réponse oui. Le président, merci. Monsieur Militic, même question. Réponse. Je n'ai pas l'interprétation. Je ne sais pas pourquoi. J'entends, mais je ne reçois pas l'interprétation. Le président, je répète la même question. Est-ce que maintenant vous entendez les interprètes? Réponse oui, maintenant oui, c'est bon. Le président, je vous remercie. Êtes-vous en mesure de suivre le débat dans une langue que vous comprenez? Réponse oui, merci. Le président, c'est moi qui vous remercie. Monsieur Guerrero, même question. Réponse oui. Le président, je vous remercie. Monsieur Pandurovic. Réponse oui, bonjour, madame et messieurs les juges. Oui, merci. Le président, je vous remercie. Je vais demander à l'accusation de se présenter. Monsieur McCloskey. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, madame et messieurs les juges. Je m'appelle Peter McCloskey et j'ai en présence avec moi madame Carla Del Ponte, procureure du tribunal, et les avocats de l'équipe Srebrenica-Jepa. Nous avons notamment madame Nichols, monsieur Taillard. Le président, je vous remercie. Je vous salue, madame Del Ponte, et je salue le reste de l'équipe. Les avocats de monsieur Popovich, réponse Zoran Zivanovic, Julie Canton, et nous avons madame Pritchard qui est notre commissaire d'audience. Le président, je vous remercie. Pour monsieur Ljubisha Beara, réponse bonjour monsieur le président, bonjour madame et messieurs les juges, John Ostojic avec maître Chris Mick et Neibo Shamerkic au nom de Ljubisha Beara. Le président, je vous remercie. Maître Ostojic, je vous salue, vous et votre équipe. Pour Dragon Nikolic, réponse bonjour. Madame et messieurs les juges, je m'appelle Yelena Nikolic et c'est avec maître Stéphane Bourgon et monsieur Stovalovic qui est notre commis d'audience. Nous représentons les intérêts de monsieur Drago Nikolic. Le président, je vous remercie. Je vous salue, vous et votre équipe. Pour l'accusé Lyubomir Borovchanin, réponse bonjour. Je m'appelle Alexander Lazarevitch. Je comparais avec maître Miodrag Stojanovic pour défendre les intérêts de M. Borovchanin. Le président, bonjour, maître Lazarevitch, à vous et à votre équipe. Pour Radivoje Miletic. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. Je suis Natasha Povo-Ivanovic. Je représente le Radivoje Miletic avec l'assistante Zorica Nikolic. Je vous remercie, maître Ivanovic. Bonjour à vous et à votre équipe. Pour Monsieur Milan Guerrero, réponse bonjour, Madame et Messieurs les juges. Nathalie Wagner et moi-même, Kerkovitch. Le président, bonjour à vous et à votre équipe. Je vous remercie. Enfin, pour Monsieur Vinko Pandurevich, réponse Peter Hangt et maître Georges Sarapa. Et aujourd'hui, nous avons l'aide de notre commise à l'audience, Madame Hélène Kaka. Le président, je vous remercie. Bien. Avant de passer aux déclarations liminaires présentées par le bureau du procureur, y a-t-il des questions préliminaires? Oui, maître Fauveau. Monsieur le Président, je voudrais seulement attirer votre attention sur le fait que les accusés n'ont pas reçu l'acte d'accusation en vigueur tel que déposé le 4 août 2006 en langue serbo-croate.
What about the other? Et qu'en est-il des autres accusés? In other words, En d'autres termes, est-ce que votre cas est une exception? Ou est-ce que ceci est vrai pour chacun des accusés? Oui, je vois que Maître Kargovic et Maître Tsavanovic et Maître Ostojic se lèvent pour intervenir, ainsi que Maître Nikolic et Maître Lazarevich. Madame le greffier, quel est le problème? Pourquoi est-ce que l'acte d'accusation en BCS n'a pas été communiqué aux accusés? La greffière d'audience, c'est un problème de traduction, mais je vais tirer ceci au clair. Monsieur le Président, je vous en informerai. Le Président, eh bien, nous travaillons la question. Maître Fauveau, et je m'adresse ce faisant aux autres conseils de la défense, nous allons veiller à ce que cet acte d'accusation soit distribué sans retard. Y a-t-il d'autres questions préliminaires? Oui, Maître Bourgon. Mr. President. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame et Messieurs les juges. Monsieur le Président, à ce stade de la procédure, avant d'entendre les déclarations liminaires de l'accusation, je souhaite présenter une requête orale conjointe pour que soit réexaminée la décision de la Chambre prise le 18 août 2006. Vendredi dernier, nous estimons, et je parle au nom des 7 accusés, nous estimons qu'il faudrait que cette requête vous soit présentée avant d'entendre les déclarations liminaires de l'accusation, pour plusieurs raisons, notamment parce que cette requête est présentée par les 7 accusés. Deuxième raison, la requête concerne l'ensemble de la procédure et la question de l'équité du procès. Le Président, un instant, Maître Bourgon, si vous allez présenter des arguments, nous allons vous imposer un délai en lequel le faire, et puis l'accusation pourra répondre, puis nous rendrons une décision orale peu de temps après. Puis nous pourrons entendre les déclarations liminaires. Mais si vous avez des arguments à présenter, vous avez 5 minutes pour le faire. Merci. Je vais aller au cœur du sujet. Monsieur McCloskey, puis-je intervenir? Le président, oui. Réponse. Il y a déjà eu une décision écrite. Objection surtout à ce stade essentiel de la procédure. Il ne faut apporter aucun retard au début du procès. Si on estime qu'il faut discuter de cette question à l'audience, ça devrait se faire à la fin de la journée d'audience. Et l'accusation devrait, et Madame le procureur devra avoir la possibilité de présenter ses déclarations préliminaires, moi les miennes, puisque cette question, elle a déjà été décidée. Le président, oui, mais on semble vouloir dire que toutes les équipes de la défense voudraient revenir à cette question. Voyons ce que la défense a à dire. Vous aurez amplement l'occasion de répondre, puis nous allons prendre une décision dans les meilleurs délais. Je peux vous assurer que la question sera réglée de façon définitive ce matin, dans les 20 minutes qui vont suivre. Maître Bourgon, vous avez la parole. Réponse. Merci, Monsieur le Président. please restrict yourself. Le Président, bornez-vous, s'il vous plaît, à tout argument qui est neuf, nouveau. Pas de redites, s'il vous plaît. Will do, Mr. President. Thank you. Mr. President, the legal basis for Réponse. La base juridique, c'est la décision de la Chambre d'appel du procès dans l'affaire Jegic de juin 2006 qui dit que la Chambre de première instance peut revenir sur une décision soit parce qu'il y a modification des circonstances, soit parce que la décision est erronée et cause préjudice à la défense. Tous les avocats de la défense ici estiment que ces critères sont remplis ici. Je passe directement à la question de la modification des circonstances. Dans sa décision, la Chambre de première instance reconnaît que l'accusation n'a pas rempli toutes ses obligations en matière de communication, mais elle reconnaît ou elle n'était pas convaincue, peut-être que la communication partielle ne permet pas à la défense de bien se préparer au procès.
L'ordonnance dit que l'accusation doit remplir ses obligations en matière de communication sans retard en application du 65 ter. 3 petites i, et que l'accusation doit, avant le début du procès, présenter à la défense une liste mise à jour de ses témoins pour août et septembre, avec notamment une liste des pièces à conviction qui seront utilisées pour chacun des témoins. Vu la modification des circonstances, je fais valoir la chose suivante. L'accusation n'a pas fourni à la défense, alors qu'elle en avait le devoir, la liste des témoins qu'elle prévoit pour août et septembre, ainsi que la liste des pièces qui vont être utilisées. Deuxième chose, l'accusation n'a pas fourni à la défense depuis la prise de cette décision d'autres pièces qui devaient être communiquées parce qu'elles vont être utilisées au procès. Troisième chose, l'accusation n'a pas rempli l'ordonnance du 30 juin. Elle n'a pas préparé ce tableau pour tous ces tableaux, pour ces témoins, alors qu'elle devait être déposée au plus tard vendredi dernier. Quatrièmement, le 18 août, l'accusation a déposé une nouvelle requête concernant 3 nouveaux témoins supplémentaires ainsi que 316 nouveaux documents qui s'ajouteront au dossier. C'est certain, Monsieur le Président, l'accusation savait lorsqu'elle a répondu à la requête de la défense qu'elle était en passe de déposer 316 nouveaux documents et demander 3 nouveaux témoins. C'est certain, Monsieur le Président, elle savait qu'elle ne pourrait pas déposer ces tableaux d'ici à vendredi lorsqu'elle a répondu à la requête de la défense. Quatrième point, Monsieur le Président, la défense n'a toujours pas reçu un sommaire complet indiquant les documents nécessaires ou pertinents au regard de chacun des témoins qui seront cités. En d'autres termes, pour chaque témoin, nous n'avons eu de cesse de demander à l'accusation de nous dire quels sont les documents. Déclaration préalable, entretien, interrogatoire, déposition antérieure, rapport d'information ou tout document qui a été peut-être fourni par chacun des témoins. Ces informations, Monsieur le Président, sont nécessaires à ce stade de la procédure. Or, ils n'ont toujours pas été fournis. Il ne revient pas à la défense de se mettre à la recherche de ces informations. C'est l'accusation qui a le devoir de les communiquer. Sixième point. La défense n'a toujours pas reçu les informations requises afin que le mémoire préalable au procès de l'accusation soit un document digne de ce nom. Il y avait certains des mémoires qui avaient été présentés par la défense ainsi que les documents présentés lors de l'ouverture solennelle de ce procès en juillet. Autant de circonstances qui méritent un réexamen de la requête. Prejudice to the defense. Well, Au deuxième titre, préjudice à la défense, je serai bref. Je vais me pencher sur 2 catégories qu'il convient d'insister ou de présenter, de mettre en exergue. Il y a au moins 150 conversations interceptées qui n'ont toujours pas été communiquées à la défense en anglais. Or, ces documents, et c'est certain, doivent être examinés, analysés ou doivent l'avoir été par l'accusation à un moment donné. Et le premier substitut de l'équipe du procureur doit les avoir examinés. L'accusation ne conteste sûrement pas que ce sont des documents importants pour sa cause. Pourtant, la défense ne les a pas en anglais pour s'y préparer à ce procès. Deuxième élément, il y a les journaux de bord, les journaux opérationnels. Nous en avons parlé dans notre requête et nous faisons valoir qu'on n'a pas suffisamment examiné la question de ces journaux au moment où la décision a été prise. Ces journaux opérationnels, ces journaux de bord, ce sont des documents dont la Chambre et la défense auront impérativement besoin pour mieux comprendre le témoignage des témoins. Voyons la question du préjudice de plus près. Quels sont les documents manquants? Nous n'avons pas les traductions. Nous n'avons pas le tableau qui avait été ordonné pour le 18 août. Nous n'avons pas de mémoire préalable au procès en bonne et due forme. Nous n'avons pas de liste de témoins. Nous n'avons pas la liste des documents utilisés par le truchement de chacun des témoins. Ceci a constitué une entrave à notre travail de préparation. Il est donc nécessaire de reporter l'ouverture du procès.
Rappelez-vous nos derniers arguments sous forme de réponse. Nous avons dit que nous aurions 2 témoins cette semaine, que nous aurions les déclarations liminaires si tel est le souhait de la Chambre de première instance. Cependant, avant que nous ayons des témoins importants qui vont présenter énormément de documents à la Chambre, il faut un minimum de 10 jours afin que nous obtenions tous les documents et les dépositions des premiers témoins importants. Voilà ce que je voulais dire en 5 minutes. J'aurais beaucoup d'autres choses à vous dire, mais c'est ce que je voulais vous présenter comme argument au nom des 7 accusés. Nous pensons qu'il y a préjudice causé à la défense. Il est nécessaire de reporter ce procès. Il ne faut pas qu'il le soit longtemps, mais il est clair que l'accusation doit remplir ses obligations de façon à ce que ce procès commence sur de bonnes bases. Je vous remercie. Au nom des 7 accusés, le président, je vous remercie. Maître Bourgon, aussi pour avoir respecté ce temps. Monsieur McCloskey, vous avez vous aussi 5 minutes. Monsieur le Président, voilà, c'est quelque chose qui me tombe dessus sans qu'on me prévienne. Difficile de réagir, mais Maître Bourgon dit qu'il n'a pas reçu ces tableaux de bord, mais ils ont été déposés, alors je ne vois pas où est le problème. C'est un problème parce que ce sont ces tableaux de récollement ou de bord. On parle d'une liste mise à jour de témoins. Nous avons ici toute une pile de documents qu'on voulait remettre à la défense. Nous pensions que ceci allait être communiqué par ordinateur, électroniquement. Manifestement, ça n'a pas été le cas, ou ceci ne suffit peut-être pas aux avocats de la défense, mais nous avons tout ceci sur papier. Autre question. On parle de 300 nouveaux documents. Le président. Mais ceci fait l'objet d'une requête qui n'a pas encore été tranchée. Essayez d'être aussi concis que Maître Bourgon lorsqu'il a abordé cette question. Enfin, sinon vous pouvez passer à la chose suivante. Vous savez qu'il y a une requête qui n'a pas encore été tranchée et que ceci, en soi, devrait nécessiter un report de l'ouverture du procès. Réponse oui, c'est logique. Mais permettez-vous de mentionner une chose pour que vous sachiez pourquoi il y a quelques 300 nouveaux documents. Je serai très bref. Le mémoire de M. Miletich nous a surpris. Il conteste toute participation pour ce qui est de l'aide humanitaire. Nous avons 200 documents où il y a son nom. Tous les documents n'ont pas été traduits. Ce sont des bordereaux, des manifestes par exemple, et nous allons les donner à la défense le plus vite possible. Ils ne sont pas tous traduits, mais c'est en réponse à un mémoire déposé par la défense de Miletich. Parce que manifestement, nous comprenons seulement maintenant que cette question va être contestée au procès. Nous ne voulons pas infliger une montagne de documents. Et nous n'avons pas voulu le faire trop tôt au moment de la présentation de la liste des pièces. Au fur et à mesure que des questions surgissent, nous allons présenter ces documents plutôt que de les donner en vrac. Maintenant, la question des conversations interceptées, je pourrais vous en parler longuement, mais ceci a été mentionné dans notre mémoire préalable au procès, notamment pour ces journaux de bord. Inutile de tout traduire. Il suffit de traduire les passages pertinents. Pour ce qui est des conversations interceptées, nous faisons l'impossible pour que la traduction se fasse le plus vite possible. Il y a 100 ou 150 conversations interceptées qui sont probablement importantes. Le reste, on va les éliminer. Mais par excès de prudence, nous les avons mis sur la liste. Mais c'est de cela qu'on parle. Moi, je n'ai pas de traduction en anglais que je distribuerai, que je garderai sous le coude. Le président, quand pensez-vous utiliser ces conversations interceptées ou ces journaux de bord? Avec quel témoin? Réponse: oh, ça ne se passera pas avant des mois. Le président, fort bien. Monsieur Klowski, l'essentiel de ce procès, les documents
les conversations interceptées. Ceci sera présenté à la fin de la présentation de nos moyens. On a essayé de déterminer la durée de la présentation, mais ce n'est pas avant 6 ou 9 mois. Le président, fort bien. Y a-t-il autre chose? Réponse non, c'est l'essentiel. Je vous remercie, Monsieur le Président. Le Président, c'est moi qui vous remercie. Nous allons faire une brève interruption de 3 ou 4 minutes au maximum et nous allons rendre notre décision. Oui, je vois que Maître Bourgon et Maître Fauveau veulent intervenir. Maître Bourgon, oui, si vous me le permettez. Donnez-moi une minute pour répliquer. Il n'y a pas eu de tableau de récolement qui a été déposé. Il y en a eu un déposé en juillet, mais il y avait une partie concernant le 18 août qui n'a pas été déposée. En tout cas, moi, je n'ai pas vérifié ce matin, mais vendredi, ce n'était toujours pas déposé. Pour ce qui est des documents Mileditch et concerne l'état-major principal, ici, c'est un procès de l'entreprise criminelle commune. Tous les accusés doivent ce document. Alors, on a parlé d'inadvertance, d'excès de prudence, d'éviter de nous ensevelir sous une avalanche de documents. Quel est le message que veut envoyer la Chambre? Est-ce qu'on peut commencer le procès sur des bases solides ou la seule chose qui compte, c'est le temps? L'accusation peut faire ce qu'elle veut, ça ne fait rien tant qu'on commence ce procès. Je vous remercie, Monsieur le Président. Le Président, merci. Maître Fauveau. Monsieur le Président, je serais très reconnaissante au procureur de citer exactement et correctement la requête et les mémoires que j'ai déposées. Parce que les termes tels qu'employés par Monsieur le procureur ne sont pas exactement ceux que nous avons dit dans notre mémoire préalable au procès. All right. I thank you. Do you have any further comments? Je vous remercie. Avez-vous d'autres commentaires, Monsieur McCloskey, avant que nous ne délibérions? Réponse non, Monsieur le Président. Je vous remercie. Le Président, oui, Maître Kargovitch. Maître Kargovitch. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges, il y a un jeu de documents qui viennent d'être soumis, qui concernent notamment mon client dans ces 316 documents. Je ne parle pas des documents qui concernent le général Mileditch, il y a d'autres documents qui concernent aussi d'autres accusés. Le Président. L'expérience que j'ai acquise ces 5 dernières années me dit que c'est un processus qui se poursuit pendant toute la durée du procès. Il y a un arrivage continu de documents qui remontent à la surface. En général, nous intervenons lorsque nous sommes convaincus qu'il vous faut un certain temps pour les examiner, ces documents, avant de poursuivre le procès. Nous allons voir si c'est vrai. Nous allons nous retirer l'espace de 4 ou 5 minutes pour vous rendre après notre décision orale. All right, veuillez vous lever. Please be seated. Le Président. La Chambre de première instance a été saisie d'une requête déposée conjointement par les équipes de la défense ce matin, aux fins de réexamen de la décision qu'elle a prise vendredi dernier. Suite au dépôt d'une autre requête conjointe de la défense pour que soit reportée l'ouverture du procès. Voici la décision que nous rendons sur le siège. Nous avons reçu les arguments des parties. Nous confirmons que le tableau de récolement ou de bord qui devait être déposé
avant vendredi dernier a bien été déposé, même si apparemment ceci n'a pas été distribué. Nous estimons que les arguments concernant la demande d'ajout de 3 témoins à charge et de quelques 300 pièces à conviction fait l'objet d'une requête qui n'a pas encore été tranchée et que c'est dans ce cadre-là que la question doit être examinée, que ce n'est pas une question qui doit amener la Chambre à décider un report de l'ouverture du procès. Dans la même veine, le procureur a confirmé que les conversations interceptées et les journaux de bord ne seraient utilisés par le truchement de témoins qu'à un stade bien ultérieur de la procédure. Nous ne pensons donc dès lors pas qu'il y ait des circonstances nouvelles, comme l'a invoqué Maître Bourgon, qui mériterait un report de procès. Nous maintenons par conséquent la décision prise vendredi dernier qui rejetait la requête conjointe de la défense aux fins de report de l'ouverture du procès. Il est ainsi ordonné que le procès commence aussitôt. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres questions préliminaires? Ce n'est pas le cas. Madame Del Ponte, je suppose que vous vouliez intervenir avant Monsieur McCloskey. Vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, je souhaite faire quelques remarques liminaires avant que le premier substitut du procureur, Monsieur Peter McCloskey, ne s'adresse à vous. Pour ceux qui sont rassemblés ici aujourd'hui, près d'une décennie et quelques 2000 kilomètres nous séparent des événements de Srebrenica en juillet 1995. Il est difficile, voire impossible, de comprendre l'étendue des horreurs infligées aux habitants de l'enclave de Srebrenica. Les mots ne peuvent rendre compte de l'ampleur des crimes commis et des souffrances endurées par les victimes. Pour les survivants, les blessures ne se sont pas encore refermées et la souffrance perdure. Pour bon nombre d'entre eux, c'est comme si cela était hier qu'ils ont été séparés par la force de leur famille et des êtres chers par des soldats armés et ne jamais les revoir. Dans la plupart des cas, ils n'ont jamais su ce qu'ils sont devenus. Avant la guerre, Srebrenica était surtout connue pour son industrie minière et ses cures thermales. La ville n'était pas très connue en dehors de l'ex-Yougoslavie. En 1991, la population était représentée à 75% par les musulmans. Aujourd'hui, le nom de Srebrenica a une connotation d'infamie. Srebrenica est immanquablement associé à des crimes atroces, aux transferts forcés, aux massacres et au génocide. Au-delà de toute contestation raisonnable, le génocide et les crimes contre l'humanité ont été commis à Srebrenica en juillet 1995. Ces faits terribles ont été prouvés dans d'autres procès devant ce tribunal. Les faits portant sur le transfert forcé de la population et les exécutions en masse ont été établis avec le plus grand soin par les enquêtes et les rapports des Nations Unies, des organisations des droits de l'homme et des gouvernements. À titre d'exemple, je vais vous lire un extrait du dernier paragraphe du rapport du 15 novembre 1999 du secrétaire général, conformément à la résolution 5335 des Nations Unies, intitulée « Les chutes de Srebrenica ». Je cite. Ce rapport décrit
pour l'essentiel et dans le détail, la façon méticuleuse, exhaustive et pour finir poignante dont Srebrenica a plongé dans l'horreur. Histoire sans précédent dans l'histoire de l'Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. J'exhorte toute personne à étudier attentivement ce rapport. Les faits parlent d'eux-mêmes. Les hommes ont été accusés de ce crime contre l'humanité et ceci rappelle au monde entier et aux Nations Unies que le mal existe sur Terre. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, les faits parlent effectivement d'eux-mêmes. Je vais aborder rapidement les faits essentiels, ceux qui seront prouvés au-delà de tout doute raisonnable dans ce procès. En juillet 1995, l'armée serbe de Bosnie, la VRS, a mis en place la dernière phase d'un plan criminel très complet aux fins de supprimer la population musulmane de façon permanente, la population musulmane de Srebrenica. Comme chacun sait, l'enclave est tombée aux mains de la VRS le 11 juillet 1995 après une campagne militaire de courte durée. En l'espace de 3 jours, dans une atmosphère de terreur absolue, des dizaines de milliers de citoyens, des femmes, des enfants et des personnes âgées ont été déplacés par la force de l'enclave par la VRS et les forces de police serbes de Bosnie. Le peu de choses que les victimes pouvaient porter comprenaient un baluchon qu'elles emmenèrent avec elles à bord des autobus bondés en direction du village de Potocari près de Srebrenica. La séparation à Potocari a été filmée par un caméraman serbe et vous verrez ces scènes de personnes terrifiées, contraintes à quitter leur maison par la force. Et l'accusation va présenter des éléments de preuve de première main, indiquant que ces hommes et ces garçons qui ont été rassemblés à Potocari furent empêchés par des soldats armés de monter à bord des autocars où se trouvaient leurs familles. Au lieu de ça, ils ont été séparés de leurs femmes, de leurs mères, de leurs sœurs et de leurs filles. Ces hommes et ces garçons, âgés environ de 15 à 78 ans, devaient faire face à un bien sinistre destin. Après avoir été séparés de leur famille, ils étaient confinés à l'étroit dans des centres de détention dans des conditions très cruelles. Le peu d'affaires dont ils disposaient leur ont été enlevées, empilées et brûlées. Dans les semaines qui ont suivi, la VRS et les forces de la police ont systématiquement tué plus de 7000 hommes et garçons musulmans qui tentaient de s'enfuir de l'enclave. Where are the victims? Les meurtres en masse ont été préparés avec soin et mis en œuvre. Allant du repérage des sites des meurtres et des fosses, avant même de procéder au massacre, jusqu'à s'assurer que les bulldozers étaient sur place pour enterrer les corps pendant la nuit. Parmi les victimes, il y avait ceux qui ont été séparés de leur famille à Potocari, ainsi que des milliers d'hommes et de garçons qui soit s'étaient rendus ou avaient été capturés au moment où ils tentaient de s'enfuir de l'enclave. Ces victimes étaient des civils autant que des soldats qui avaient déposé les armes, qui ont été détenus, qui ont été tués par des pelotons d'exécution et qui ont été jetés dans des fosses communes par des bulldozers. Où sont les victimes de ces exécutions en masse aujourd'hui? La plupart d'entre eux sont toujours ensemble, côte à côte, dans des fosses primaires et secondaires, cachés dans les bois, enterrés dans les champs. Ils gisent côte à côte. Bon nombre d'entre eux sont sans doute encore ligotés et ont encore leur bandeau. Les éléments de preuve démontreront qu'ils ont été ligotés, qu'ils ont encore les yeux bandés, afin de faciliter la tâche des bourreaux. En effet, au début de ce mois, les exhumations
des fosses communes à Kamenica ont révélé qu'il y avait bien d'autres victimes des atrocités de Srebrenica. Certains de ces victimes nouvellement exhumées portent toujours leur bandeau. Il ne s'agit pas de personnes mortes au combat comme cela a été allégué. Srebrenica. Thousands of mourners, mainly women, gathered there for the burial of. Et c'est sur quoi porte cette affaire. Une population entière a été anéantie. Des femmes, des enfants, des personnes âgées ont été contraints à quitter leur domicile. Des hommes et des garçons sans défense ont été exécutés par des pelotons d'exécution, enterrés dans des fosses communes et ensuite déterrés et réenterrés à nouveau dans des fosses secondaires pour dissimuler la vérité aux yeux du monde entier. Mais la tragédie qui perdure est celle des familles, Madame, Monsieur les juges, l'héritage vivant de ces familles qui sont restées, les femmes et ces enfants qui ont été contraints à vivre privés de leur père, de leur mari, de leurs frères, de leurs fils, de leurs voisins. Une communauté entière a disparu. L'incidence de ces crimes se fait encore sentir sur la population musulmane. Et ceci est apparu clairement récemment lors de la cérémonie qui commémorait le mois dernier à Potocari la chute de Srebrenica. Des milliers de personnes endeuillées, surtout des femmes, se sont rassemblées pour l'enterrement d'autres victimes encore devant le monument aux victimes. Lors de la cérémonie, plus de 500 victimes supplémentaires du génocide ont été enterrées. Ils ont rejoint les 2000 autres enterrés au cimetière devant ce monument aux victimes. Et je dois dire que trop de victimes attendent encore un enterrement décent. Aujourd'hui, plus de 3000 victimes ont été exhumées par le bureau du procureur et la communauté internationale. Ils sont entreposés anonymement dans les morgues, portent des étiquettes dans l'attente d'identification qui, dans bon nombre de cas, ne pourront jamais avoir lieu. Pour les survivants, une minorité, il y a au moins le sentiment de certitude que l'on éprouve lorsqu'une personne chère, portée disparue, est enfin retrouvée et identifiée. Mais pour un trop grand nombre d'entre eux, ce maigre soulagement n'existe même pas. Et la question reste ouverte. Qu'est devenu mon père, mon mari, mon fils qui a été tué? Quels ont été ses derniers instants? Où est-il? Et pourquoi ceci nous est-il arrivé? Je vais vous lire maintenant un extrait d'un survivant, une femme, un témoin qui a témoigné devant un autre procès sur Srebrenica, sur la perte d'un enfant, la douleur qu'elle ressent. Longtemps après que celui-ci lui a été enlevé. Je cite, « En tant que mère, je garde l'espoir. Je ne peux pas croire que cela est vrai. Comment est-il possible qu'un être humain puisse agir de la sorte, puisse tout détruire et tuer tant de gens ? Imaginez simplement ce petit garçon, ses petites mains. Comment peuvent-elles être inertes? J'imagine ses mains en train de cueillir des fraises, de lire des livres, d'aller à l'école, de partir en excursion. Et je me réveille tous les matins, je me couvre les yeux pour ne pas avoir à regarder les autres enfants aller à l'école et les maris qui vont au travail, qui se tiennent la main. » La douleur qu'expriment ces mots est ressentie par chaque survivant qui attend toujours de connaître le sort d'un être aimé. Madame, Monsieur les juges, la cérémonie de Potocari était bien sûr une cérémonie qui commémorait la perte et la douleur, mais c'était également une cérémonie qui apportait l'espoir. L'espoir de justice et avec la justice, l'espoir de réconciliation entre les peuples. Avec la justice, une paix durable. Les victimes qui ont survécu à ces crimes aspirent à la justice et non pas à la vengeance. Voici un extrait souvent cité par le grand moufti de Bosnie-Herzégovine, Mustafa Efendi Čerić. Extrait qu'il cite dans ses prières et ses exhortations aux hommes pour qu'ils se souviennent des crimes de Srebrenica et pour qu'ils prient qu'ils ne soient plus jamais commis contre aucun peuple. La vengeance n'est pas une tradition bosniaque, la vengeance n'est pas une règle bosniaque. Notre croyance est vérité et la justice est notre destinée.
Ce procès est l'étape suivante qui permet de traduire en justice les hommes les plus responsables des crimes contre l'humanité commis à Srebrenica et à Žipa. Il y a eu d'autres procès portant sur les crimes de Srebrenica. Ces procès ont révélé la vérité et ont puni un certain nombre de coupables. Mais tous ces individus les plus responsables de ces génocides et d'autres crimes commis à Srebrenica n'ont pas encore été traduits en justice. Ce procès est une étape importante qui nous rapproche de cet objectif. Je vais maintenant parler des accusés dans ce procès. Chacun des accusés devant vous aujourd'hui a joué un rôle essentiel dans le nettoyage ethnique en Bosnie orientale. Je vais rapidement parler des rôles qu'ils ont joués lors de cette campagne criminelle. Of course, you will see much of this video evidence during the course of the trial. It is right. Je vais commencer par les deux accusés qui ont occupé des postes au niveau les plus élevés de la VRS, les généraux Radojevic Miletić et Milan Gvero, des membres clés de l'état-major général en 1995, sont assis devant vous aujourd'hui. Le général Ratko Mladic devait se reposer sur ses accusés et les autres membres de l'état-major général pour diriger et mettre en œuvre le plan criminel qui visait à chasser la population non serbe de Bosnie. Miletić et Gvero sont accusés au chef 4 et 8 de l'acte d'accusation des actes criminels commis en rapport avec le déplacement forcé de la population musulmane de Srebrenica et de Žipa. Les éléments de preuve dans cette affaire démontreront le rôle essentiel joué par les membres de la brigade de Zvornik ainsi que des forces de la Republika Srpska dans la commission de génocide. Vinku Podorovic, commandant de la brigade de Zvornik, et Libomir Borovachanin, commandant des forces de police, sont accusés de tous les chefs contenus dans l'acte d'accusation. Les éléments de preuve montreront que ces deux commandants sont individuellement responsables pour leurs actes criminels tels qu'ils figurent dans l'acte d'accusation. Les forces placées sous le commandement de Panderovic et de Borovachanin ont participé à ces exécutions en masse dans la région de Srebrenica. Les éléments de preuve dans cette affaire montreront qu'ils ont joué un rôle central en tant qu'officiers de la sécurité au sein de la VRS dans le déplacement de la population musulmane de Srebrenica et dans les massacres d'hommes et de garçons. 3 des accusés dont c'est le procès aujourd'hui étaient des officiers de la sécurité au sein de la VRS en juillet 1995. Au plus haut niveau, les accusés, colonel Ljubiša Behara, chef de la sécurité, faisait partie de l'état-major général. Il était le supérieur de Svatko Tolemit et commandant adjoint des services de renseignement de la sécurité. Behara est accusé de tous les chefs de l'acte d'accusation. Ces éléments de preuve montreront qu'ils ont participé de près au génocide commis en 1995. And in the name of all the member states of the United Nations. And as with all accused in this tribunal, they are brought before you to be tried for their individual. Au plus haut niveau, l'accusé, Ljubiša Behara, chef de la sécurité de l'état-major, il était le supérieur de Svatko Tolemit. Vladimir Popovic, chef de la sécurité des corps de la Drina. Drago Nikolic, chef de la sécurité de la brigade de Zvornik, est également accusé de tous les chefs d'accusation dans l'acte d'accusation. Les moyens de preuve montreront qu'ils sont à la fois responsables au plan individuel de ces crimes. Le TPI et la justice internationale. Il est juste de se rappeler, puisque ce procès démarre sur des 7 accusés, que le TPY a été créé à l'origine compte tenu des violations graves et récurrentes du droit humanitaire international en ex-Yougoslavie. Cette instance judiciaire est le résultat d'une des mesures les plus importantes prises par le Conseil de sécurité, agissant au nom de tous les États membres des Nations unies en vue de la restauration et du maintien de la paix et de la sécurité au plan international. Telle est notre mission collective, notre responsabilité et notre contribution à la paix et à la sécurité, de traduire devant la justice ces personnes qui sont responsables des crimes les plus graves jamais connus. Les crimes qui font l'objet de ce procès, le génocide, les crimes contre l'humanité et les violations des lois et coutumes de la guerre sont décrits dans l'acte d'accusation.
Et sont en effet les crimes relevant de la compétence de ce tribunal sont des crimes d'une telle ampleur qu'ils nous touchent encore aujourd'hui. Ces crimes dans cette affaire ont été commis avec la même brutalité, hardiesse et impunité. La séparation des hommes et des femmes, des garçons et des hommes à Potocari, le transfert forcé de ces hommes et de ces garçons qui ont été détenus dans l'attente d'une exécution se sont déroulés devant les caméras de télévision. Cela a été diffusé dans le monde entier au moment même des crimes. Et bien sûr, vous verrez tout ceci dans les films présentés en tant que moyen de preuve au cours de ce procès. Ces crimes sont des outrages contre les victimes et l'humanité tout entière, puisqu'ils sont d'une ampleur telle qu'ils nous touchent tous et portent atteinte aux principes les plus furieusement ancrés des droits de l'homme et de la dignité humaine. Ces procès devant le tribunal ont prouvé que le droit international n'est pas simplement théorique ni un concept purement abstrait. Le droit international doit être un système qui fonctionne afin de protéger nos valeurs et régir les comportements dans une société civilisée. Pour parvenir à cet objectif, les crimes qui ont choqué la conscience même de l'humanité, les crimes contre nous tous, ne peuvent pas rester impunis. Je conduit ces accusés devant vous, Madame, Messieurs les juges, afin qu'ils répondent des charges qui leur sont reprochées. Je le fais au nom de la communauté internationale et au nom des États membres des Nations unies. Comme les autres accusés devant ce tribunal, ils sont traduits devant vous pour être jugés pour leurs responsabilités pénales individuelles. Aucun État, aucune nationalité, aucune organisation n'a répondu de ces crimes. Les crimes ont été commis par des personnes individuelles et ces personnes individuelles doivent être tenues pour responsables de leurs actes criminels. La culpabilité collective n'existe pas dans ce tribunal. Le procès contre ces accusés sera difficile et prendra du temps. Le simple nombre des accusés dans cette affaire sera immanquablement source de défis pour l'accusation, Madame, Messieurs les juges et la défense. Cependant, chacun des accusés aura un procès équitable conformément aux critères les plus élevés de la justice internationale. Il ne peut pas y avoir de justice sans le plus grand respect pour les droits des accusés et ce sera l'illustration de l'engagement absolu et total du respect des droits de la défense ainsi que des victimes et des témoins. Comme je l'ai dit plus tôt, les victimes qui ont survécu à Srebrenica aspirent à la justice et non pas à la vengeance. Et c'est vers le tribunal qui se tourne pour que justice soit rendue, pour prouver la vérité et ce qui leur est arrivé et pour condamner le coupable. Ce procès est une étape importante importante en ce sens et une source d'espoir. Cependant, au début de ce procès, nous devons admettre avec regret que les efforts déployés pour traduire devant la justice les personnes hautement responsables de ces terribles crimes en ex-Yougoslavie, y compris un des chapitres les plus sombres, le génocide de Srebrenica, ces efforts restent inachevés. Et c'est une des principales raisons pour lesquelles je souhaite m'exprimer aujourd'hui devant vous, Madame, Messieurs les juges. Malheureusement, 2 hommes qui devraient être au banc des accusés, ici aujourd'hui dans ce prétoire, sont encore en fuite. Je fais référence bien sûr à Ratko Mladic et Svatko Tolimir. Il est absolument scandaleux que ces 2 hommes, ainsi que Radovan Karadzic, n'ont pas été arrêtés et remis au tribunal pour répondre des charges contre le gouvernement de la République de Serbie est tout à fait capable d'arrêter ces hommes. Il a tout simplement refusé de le faire. Tolimir a été mis en accusation et joint à ce procès devant vous aujourd'hui. Aujourd'hui, parce que la Serbie a refusé de l'arrêter, il y a eu disjonction de l'acte d'accusation. Mladic devrait faire partie de ce procès. Nous avons toujours espéré, en effet, et nous attendions à ce qu'il soit remis au tribunal suffisamment à temps pour pouvoir le joindre à ce procès. Encore une fois, il y a eu jonction avec ce procès et pour arrêter Mladic, c'est difficile qu'un autre procès de Srebrenica devra être organisé à l'avenir lorsqu'il sera en détention. Détrompez-vous. Lui, Tolimir Radic et tous les fugitifs restants seront arrêtés. Ils seront déférés à La Haye et ils seront jugés pour leurs crimes. Tel est le devoir et l'engagement de la communauté internationale vis-à-vis de ces femmes qui ont pleuré leur mort à Potocari et les victimes de ce conflit en ex-Yougoslavie. Madame, Messieurs les juges, j'ai dit ce que j'étais venu vous dire. Je suis tout à fait sûre que
Au cours de ce procès, on fera preuve d'équité envers toutes les parties et qu'un juste verdict sera rendu. Two objectives. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, Madame Del Ponte. Monsieur McCloskey, nous interromprons à 10h30. Je vous remercie. That is the crime that brought us here. Monsieur le Président, Monsieur les juges, c'est un grand honneur et un privilège d'être ici devant vous pour faire ma déclaration liminaire. En 1992, Karadzic et Mladic avaient un plan pour réaliser un État pur du point de vue ethnique en Bosnie. Pendant plus de 3 ans, leur plan a été exécuté de façon brutale sur une échelle massive par l'intimidation, la terreur. Excusez-moi, je voudrais demander que, pour que cette discussion s'arrête, merci. La campagne a commencé avec la guerre au printemps 1992 et s'est poursuivie tout au long du conflit en arrivant à un point culminant pour ce qui était de faire ôter la population musulmane de la Bosnie orientale en juillet 1995 et avec le génocide de Srebrenica. Karadzic et Mladic se fondaient sur un certain nombre d'acolytes très proches d'eux dans le système politique et militaire qui a été perverti pour réaliser cette guerre contre les armées musulmanes et croates et la population musulmane et croate de Bosnie. Je ne suis pas en train de suggérer que la conduite de l'ensemble de la guerre ait eu un caractère criminel, mais en Bosnie orientale et ailleurs, les entreprises militaires les plus importantes avaient 2 objectifs. Premièrement, battre l'ennemi, ceci se comprend, c'est la guerre. Deuxièmement, enlever la population, ôter la population musulmane. C'est le crime qui fait que nous sommes ici. Les officiers qui ont participé à cela ne sauraient se détacher de cette simple vérité. Pour faire cette tâche, Mladic s'est fondé sur les généraux Milovanovic, Miletić, Kvero et Tolimir. Il y avait d'autres généraux dans l'état-major général, mais aucun d'entre eux n'était aussi proche de Mladic et par conséquent aussi puissant que ces 4 hommes. L'état-major général avait connaissance des horreurs qu'il y a à forcer une population à quitter sa patrie et chacun a joué son rôle pour la réaliser. Il n'est pas impensable qu'en juillet 1995, un général de l'état-major général n'ait pas pleinement participé à la campagne de Mladic pour ôter la population musulmane de la Bosnie orientale. Les faits de la présente espèce montreront ceci de façon très claire. En 1995, le général Mladic et l'état-major général se sont adressés donc à leur corps d'armée, à leur commandant de brigade, pour qu'on ait des troupes jusqu'à ce que l'ennemi soit battu. Puis il y a pour faire partir la population musulmane de chez eux, et ils se sont fondés essentiellement sur le général Krstić. Comme vous le savez, le général Krstić a été condamné par le tribunal pour avoir aidé à encourager le génocide. À son tour, l'état-major général et le général Krstić se sont fondés sur Vinko Pandurević et le commandant Dragan Obrenović, Ljubomir Borovtchanin et d'autres commandants pour battre les forces musulmanes et faire partir la population musulmane. Je vais ralentir, excusez-moi. Et assassiner tous les hommes en âge de porter les armes de Srebrenica. Le commandant Obrenović a plaidé coupable devant votre tribunal juste pour avoir fait, précisément pour avoir fait cela. L'état-major général et ses unités, telles que la 10e unité de sabotage, le 10e détachement de sabotage ont aidé à ce processus abominable. Un soldat du 10e détachement de sabotage, Erdemovic, a plaidé coupable pour avoir participé à ces crimes. La majorité du travail, pour ce qui était de surveiller, d'organiser, de coordonner, de faciliter le fait de chasser la population musulmane de Srebrenica et de Zepa et d'assassiner les hommes en état de porter les armes de Srebrenica, incombait aux officiers de sécurité de l'état-major général Ljubiša Behara. Pour le commandement du corps de la Drina, le lieutenant-colonel Vujadin Popović. Pour le commandement de la brigade de Bratunac, le capitaine Momir Nikolić. Pour le commandement de la brigade de Zvornik, le capitaine Drago Nikolić. Et son adjoint et assistant Milorad Trbić. Momir Nikolić a plaidé coupable pour ces crimes. Pour ce qui est de Zepa Tolimir, on lui avait confié le fait de faire partir la population musulmane, de chasser la population musulmane. Il a été brièvement aidé à cela par Garo Pandurević et des officiers de sécurité tels que Popović et d'autres. Nous commencerons par présenter
à la Chambre un certain nombre de ces hommes et de ces femmes qui, de façon étonnante, ont pu survivre à ces exécutions en masse. Car sans eux, l'essentiel de ce qui s'est passé ne saurait être compté. Puis nous passerons ensuite en vous présentant l'ancien chef de l'équipe des enquêtes à Srebrenica, M. Ruiz, et les experts, les témoins serbes de Bosnie, et ensuite nous vous présenterons les extraits vidéo. Et enfin, pour terminer la présentation de l'essentiel de l'affaire, personne ne saurait ne pas être touché par la présente affaire. Il est probable que nous nous concentrerons sur les événements et tout ce qui concerne les crimes qui ont été commis. Ces crimes ont fait partie de l'historique terrible de cette guerre en Bosnie. Ces crimes n'ont en fait jamais été sérieusement contestés. Par conséquent, nous nous centrerons en l'espèce sur les éléments de preuve qui lient ces accusés aux crimes en question. Les éléments de preuve proviennent essentiellement de trois sources principales. Il s'agit donc de différents documents. La plupart des ordres criminels qui ont été donnés l'ont été verbalement et la plupart des documents du MUP, des documents militaires ont été détruits ou cachés. Toutefois, il reste des documents essentiels de la VRS et du MUP qui nous aideront à présenter les crimes en question et chacun des accusés qui se trouve actuellement dans le prétoire. Il y aura également, en deuxième lieu, les conversations qui ont été enregistrées, interceptées. Vous verrez ensuite les textes des interceptions, des écoutes qui ont été prises par l'armée musulmane alors qu'ils écoutaient les conversations du MUP et de la VRS. Vous entendrez également ce qui se disait à l'armée de BIH et vous pourrez voir si vous estimez ces éléments de preuve fiables et crédibles pour vous permettre d'avoir là une partie importante de votre jugement. Vous entendrez des enregistrements de ces conversations. Nous ne pourrons pas entendre des enregistrements de ces conversations qui n'existent pas pour la majorité des cas. Vous verrez simplement des transcriptions qui ont été faites par les opérateurs musulmans qui ont écouté avec soin ces conversations et ont pu les transcrire avec le plus grand soin. Ceci a été conservé dans des cahiers manuscrits et envoyé à leur service de renseignement. Et ceci parce que les bandes magnétiques ont été réutilisées maintes fois. Et bien sûr, il y a les dépositions. Il y a maintenant 10 ans que les événements ont eu lieu et il y a eu un très grand nombre de personnes, un plus grand nombre de Serbes qui soient disposés à parler des événements, un très grand nombre de témoins de la VRS et du MUP qui pourront impliquer de façon directe les accusés de ces crimes. Et à la fin de notre liste de témoins, il y a donc de longues listes de personnes appartenant à la VRS et au MUP. Chacun d'entre eux pourra décrire quels ont été les actes et les comportements des accusés. Je voudrais quand même faire une mise en garde. Un grand nombre de ces témoins seront des témoins de la défense. Un grand nombre de ces témoins ne vous diront pas toute la vérité. Un grand nombre de ces témoins vont aller et venir. Toutefois, avec la connaissance que vous avez de l'affaire et l'expérience que vous avez, je suis sûr que vous serez capable, vous serez en mesure de retrouver la vérité à partir de des dépositions de ces témoins. Et en fait, même dans des mensonges, vous pourrez retrouver la vérité. Je pourrais vous donner un exemple. Vous allez entendre certains membres du MUP qui se trouvait sous le commandement de Borovtchanin. Celui auquel je pense reconnaîtra qu'il était Potocari, il reconnaîtra qu'il se trouvait sous le commandement de Borovtchanin, il expliquera quelle est la structure du commandement et les lieux où se trouvaient les soldats. Ceci constitue des renseignements extrêmement précieux pour nous tous et en même temps on pourra voir exactement où si telle ou telle personne a été vue ou si on a vu ces séparations à Potocari, même s'il a été là pendant 2 jours seulement. Maintenant, je crois qu'il y a également quelque chose que l'on verra pour certains témoins qui, si ce sont des menteurs, je pense qu'on pourra néanmoins comprendre quelle est la vérité par rapport à ces mensonges.
Pourquoi ne peut-il pas parler du fait qu'on a séparé les membres de la population? C'est très simple, c'est parce que c'était un crime. Bien. Alors, je voudrais maintenant que nous parlions également des charges qui pèsent sur les accusés. Indépendamment du fait qu'il y a un acte d'accusation massif qui s'est développé, j'ai essayé de ramener l'acte d'accusation fondamental essentiellement à deux crimes particulièrement hideux qui ont été mentionnés par l'accusation, c'est-à-dire le déplacement forcé de la population musulmane et les misères et les morts qui en ont résulté, et deuxièmement, les assassinats en masse de milliers d'hommes et de garçons musulmans de Bosnie. Si vous réunissez ces deux éléments, vous avez à ce moment-là les éléments du génocide. Toutefois, il est important de faire remarquer, c'est quelque chose que vous savez, c'est un thème qui se poursuit notamment dans les dépositions des témoins, que ces mouvements forcés, ces déplacements forcés n'étaient pas simplement le fait de déplacer des populations, mais ceci était fait avec la connaissance d'un but. Ceci visait à étouffer dans des enclaves ces populations qui étaient privées de tout, et deuxièmement de terroriser la population civile par des tireurs isolés et des bombardements. Troisièmement, le fait d'attaquer la population civile au cours des assauts des enclaves, et quatrièmement, le fait de les avoir déplacés sur des cars, des camions, en les terrifiant, qu'ils soient à pied ou autrement. En plus, vous verrez, comme ceci est exposé très clairement dans l'acte d'accusation, d'une participation, une aide qui a été apportée à cet objectif criminel, l'intention de le faire, et ceci est particulièrement vrai au niveau dont nous parlons en ce qui concerne les généraux Gvero et Miletic. Par exemple, lorsque Gvero et Miletic, faisant partie du plan général de chasser la population musulmane, en s'opposant à la force pronnue de façon à pouvoir atteindre cette population, ceci fait qu'ils sont coupables pour le rôle qu'ils ont joué. Et ceci établit un lien pour l'objectif criminel général. En ce qui concerne l'attaque de l'enclave, il se peut qu'elle n'ait pas été entièrement illégale, nous examinerons la question plus tard, mais il est clair que les musulmans créaient une situation qui aurait pu autoriser les Serbes à les attaquer et à attaquer l'armée musulmane. Mais ceci ne justifie pas une attaque dirigée contre des objectifs civils avec un objectif supplémentaire général de déplacer la population musulmane. Donc des assassinats en masse, il est essentiel de comprendre que le génocide et les assassinats en masse sont bien davantage quelque chose qui dépend d'ordre de Karadzic et de Mladic. Ceci est quelque chose que je suis certain que les juges comprendront, mais vous pourrez voir vous pourrez comprendre en entendant les témoins quelle a été exactement la situation. Quand ceci est commis avec la certitude que des victimes seront tuées, on se trouve en présence de meurtres massifs tels qu'ils ont eu lieu en Europe à la fin de ce siècle. Ceci impliquait le fait donc de capturer des hommes musulmans, de détenir ces hommes, de les transporter à des sites de détention, de détenir ces hommes dans des sites avant leur exécution, de les emmener au site où ils ont été exécutés, de procéder à leur exécution et ensuite de disposer de leur corps. Il s'agit là d'un crime d'assassinat en masse, de meurtres en masse. Nous connaissons les crimes habituels concernant la drogue, le fait de voler une banque, d'autres crimes, nous savons comment les choses se passent, mais ici, il s'agit de quelque chose qui conduit à l'assassinat et à la mort d'une population. En tant que membre d'une entreprise criminelle ayant un tel but, ou en tant que personne qui aide et encourage de tels crimes et à la connaissance de ces crimes et qui aide à les commettre, il s'agit donc non pas seulement des personnes qui ont tiré,
mais de Mladic, de Karadzic, de Milosevic. Je voudrais vous lire la déposition d'un jeune survivant des exécutions en masse de Petkovici. On a entendu ce témoin dans le procès Krstić. Il a réussi à se dégager au milieu de quelques 500 à 1000 personnes, bien qu'il ait été blessé. Il a réussi à survivre dans les bois et à s'échapper. Et lorsqu'il a témoigné dans l'affaire Krstić, voici ce qu'il a dit. De presque tout ce que j'ai vu, j'ai pu parvenir à la conclusion que tout ceci avait été extrêmement bien organisé. C'était des meurtres systématiques et les organisateurs de ces meurtres ne méritent pas de rester en liberté. Et si j'avais le droit et le courage, au nom de toutes ces personnes innocentes, de toutes ces victimes, je pourrais pardonner ceux qui ont physiquement procédé à ces exécutions parce qu'ils ont été trompés. Les témoins qui ont vu ces organisateurs se trouvent au tribunal aujourd'hui avec nous. C'est là-dessus que la Chambre pourra se concentrer. C'est l'essentiel de la présente affaire. Pour comprendre ce qui s'est passé à Srebrenica, pour identifier ceux qui étaient responsables de ces crimes, j'ai toujours divisé cette affaire essentiellement en 3 chapitres et je vais pouvoir consacrer les heures qui viennent à ces chapitres. En ce qui concerne le premier chapitre, j'appelle ça l'historique qui a conduit à l'attaque lancée contre Srebrenica. Il est important de comprendre l'ensemble du tableau, le contexte historique, quelle était la population, quels étaient les lieux, les événements qui ont conduit à l'attaque lancée contre les enclaves de Srebrenica et de Zepa en juillet 1995. Et dans le cadre de ce premier chapitre, je pense qu'il faudra que nous comprenions fondamentalement quelles étaient la constitution des forces de police et des forces militaires qui ont participé. Je ne vais pas y consacrer beaucoup de détails. Je voudrais simplement vous demander de vous reporter au rapport établi par Rick Butler ainsi que différents officiers au fur et à mesure qu'ils présenteront leurs témoignages, y compris des officiers de la VRS, mais je passerai en revue un certain nombre de points plus importants qu'il faut garder à l'esprit depuis le début de cette affaire. Le deuxième chapitre, c'est la chute de Srebrenica et de Zepa. Il s'agit donc d'événements qui se sont déroulés essentiellement du 10 juillet au 19 juillet, lorsque la population a été déplacée, a été chassée, et lorsque ces hommes et ces garçons ont été tués. Puis, dans un troisième chapitre, ce que j'appelle les liens directs. Et je prendrai à ce moment-là les documents qui s'y rapportent, ainsi que les conversations interceptées et écoutées et transcrites, ainsi que certains éléments présentés par des témoins. Et on pourra à ce moment-là les examiner, ainsi que les documents à ce sujet. Et vous verrez de quelle façon ceci implique les accusés de façon très significative. J'en reparlerai vers la fin de ma déclaration liminaire. Monsieur le Président, nous devons suspendre la séance dans 5 minutes et avant que je n'entame mon premier chapitre, peut-être ne serait-il pas une mauvaise idée de suspendre la séance, le Président Agius. Vous pouvez interrompre quand vous le voudrez, Monsieur McCloskey. Monsieur McCloskey, je vous remercie beaucoup. Monsieur le Président, maintenant serait un bon moment. Le Président, bien, c'est très bien. Donc nous allons avoir maintenant une suspension de séance de 20 minutes. Je vous remercie.